Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Cette morale ne nous convient pas. Saison 4, Oser l'utopie. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible. Cette 4e saison propose d'explorer les utopies concrètes et réelles, les nouveaux modèles à inventer pour avancer vers plus de démocratie, plus d'écologie, plus de solidarité. The world is waking up. Pour vivre mieux, ensemble. And change is coming, whether you like it or not. Les procès du siècle, saison 4. Oser l'utopie. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 3. Quelle place pour le peuple ? Avec Magali Della Suda, Nicolas Rio et Nora Hamadi à la modération. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'auditorium du MUSEM pour ce nouveau procès du siècle. Je suis ravie de vous retrouver. On va se demander quelle place pour le peuple. Je vous demande pour cela d'accueillir Magali Della Suda et Nicolas Rio, s'il vous plaît. Bonjour à tous les deux. Convention citoyenne pour le climat, grand débat post-gilet jaune, budget participatif, conseil de quartier, enquête publique. On n'a jamais été autant convoqués pour participer. Mais alors, du coup, ces espaces de participation, est-ce qu'ils sont voués à ne rien donner ? Ou est-ce que finalement ils servent à quelque chose ? Comment faire en sorte de mieux nous faire entendre ? On va se demander justement comment inventer de nouveaux outils démocratiques qui prennent réellement en compte la parole du peuple et la vie dans la cité. Magali, vous êtes directrice de recherche en sciences politiques au CNRS, affiliée au Centre Émile Durkheim à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes spécialiste des mobilisations en France et en Italie. Vous suivez un groupe de gilets jaunes depuis quelques années maintenant. Et vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Et vous avez signé les actes du colloque La valse des ronds-points, qui a paru chez Rébellio Éditions. Nicolas Rio, vous êtes consultant en coopération territoriale, enseignant à Sciences Po, cofondateur de l'agence Partie Prenante. Vous accompagnez avec cette agence les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur politique publique. Vous avez récemment publié avec Manon Loisel « Pour en finir avec la démocratie participative ». Il n'y a même pas de point d'interrogation. Et vous allez nous en parler. Première question peut-être à tous les deux. Est-ce qu'on est une démocratie malade ? Magali Della Suda et Nicolas Rio. Oui. Oui, mais la question c'est comment on fait pour se guérir, et c'est là-dessus qu'il y a matière à débat. Magali Della Suda. Oui, effectivement, je ne sais pas si elle est malade. En tout cas, ça ne va pas très bien et je crois qu'on en a eu des symptômes avec des mouvements sociaux inattendus et surprenants par leur forme et leur durée, comme les gilets jaunes. Et puis avec des désajustements entre des politiques publiques, des décisions de l'exécutif ou d'un chef de l'État et des aspirations de plus en plus éloignées de ces décisions-là. Ouais, bah alors justement, on va se plonger, si vous voulez bien, dans le diagnostic. Souvenez-vous, c'était en 2018. Petit à petit, on voit poindre quelque chose qui va se matérialiser sur des ronds-points. Votre première pièce à conviction, Magali Della Suda, c'est un gilet jaune. Pourquoi vous avez voulu nous parler des gilets jaunes et de ce mouvement qui est né en novembre 2018 ? Parce qu'il me semble que quand on veut parler de citoyenneté, du peuple, de démocratie, ce mouvement social, il est tout à fait pertinent. Il est, à mes yeux, l'un des derniers mouvements des places, de ces mouvements contestataires des années 2010 qui conjuguent à la fois une très forte exigence et demande de participation démocratique, d'écoute, mais aussi une très forte contestation des politiques d'austérité, des politiques de démantèlement de la citoyenneté sociale qui sont consécutives notamment et renforcées depuis la crise de 2008. Et ce mouvement social, qu'est-ce qu'on a vu ? Il prend la forme à la fois classique de manifestation, mais théâtralisée sous forme d'actes chaque semaine, et puis d'occupation comme les mouvements des places des années 2010. Nicolas Rio, comment vous l'avez perçu ce mouvement Non, mais au fond, c'est la complexité des mouvements sociaux, c'est qu'on se rend compte qu'après de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont signifié. Et au fond, les Gilets jaunes,
sont plutôt le signe d'une forme de vitalité démocratique, le fait que tant de gens se mobilisent, alors que pour une bonne partie d'entre eux, c'est des gens qui avaient arrêté d'aller voter, c'était des gens qui étaient gagnés par une forme de résignation et par la magie des mouvements sociaux, se disent moi aussi ça me concerne, je vais aller sur le rond-point et je vais essayer de faire entendre ma voix. En fait, c'est une façon de renouer avec la promesse démocratique qui considère que chaque voix compte. Le problème, c'est le sort qui leur a été accordé. C'est là que la démocratie devient malade. Oui, et c'est ça justement, Magali Della Suda. C'est aussi un mouvement qui a été extraordinairement réprimé. Juste quelques chiffres. En une année, 24 manifestants éborgnés, 5 avec une main arrachée, 2500 blessés côté manifestants, 1800 côté force de l'ordre, 11 000 gardes à vue, 3200 condamnations envers les manifestants. L'IGPN a été saisi de 313 enquêtes pour des violences policières. Et parce que nous sommes le 2 décembre, je voudrais qu'on pense à Zineb Redouane, qui est morte un 2 décembre 2018 à 80 ans ici, sur la Canebière. Et un CRS a été mis en examen aujourd'hui, 6 ans plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements sociaux qui ont été à ce point réprimés ? Alors, d'autres contestations, oui, et d'autres mouvements sociaux, mais de cette ampleur et dans cette variété de modalités de répression qui allaient de la violence physique jusqu'à des formes de répression judiciaire vraiment massives, non, mais c'est aussi à la hauteur, si ce n'est peut-être tout de même, rappelons-le, les contestations de l'ordre colonial et les contestations de l'ordre colonial en métropole, autrement dit, la manière dont les personnes et les populations qui habitent dans les quartiers populaires issus de l'immigration sont appréhendés toujours en dépolitisant d'ailleurs leur révolte et en leur refusant ce qualificatif de mouvement social quand, au contraire, ils sont en train de proposer un vrai projet politique. Et revenons d'ailleurs à ces formes de contestation qui, si elles suscitent de la répression, c'est parce qu'elles mettent en crise profondément un ordre symbolique, politique et socio-économique. Ouais, on va y revenir. Est-ce qu'ils vous disent, dans cette enquête, qu'ils se sentent invisibles, invisibilisés? Comment ils se perçoivent dans la discussion politique? Ils se sentent inaudibles, ils se sentent invisibles et c'est bien le symbole de ce gilet jaune que de rendre visibles ces inaudibles de la démocratie. Alors justement, parole d'invisible, j'appelle à la barre notre premier témoin, Kamar Eddine, pour la commission d'enquête. Bonjour, je suis Kamar Eddine du 3e arrondissement de Marseille. Soi-disant sans-papier, je suis membre actif du collectif des habitants organisé du 3e arrondissement, le CH Droit. Dans la cité où j'habite, Marseille, je suis un invisible. Et j'habite dans un quartier, le 3e arrondissement, laissé à l'abandon par les politiques publiques. Et pourtant, je suis là, devant vous ce soir. Vous me voyez, vous me regardez, je suis bien visible, non? Mais nous, on ne donne jamais la parole pour décider de ce qui nous concerne. On décide à notre place, sans même savoir quels sont nos besoins. On ne nous pose jamais la question et personne ne vient voir comment ça se passe réellement ici. Beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas voter pour élire nos soi-disant représentants. Alors, ensemble dans le quartier, on a essayé de créer ce collectif pour ancrer un rapport de force, soi-disant, qu'il faut se défendre pour faire reconnaître ses droits. Il y a une loi française qui parle d'une réduction de 50% dans les transports pour ceux qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Partout en France, c'est appliqué, sauf à Marseille. Un beau jour, on se dit, mais attends, il paraît qu'il y a une réunion, les élus de la région seront tous là. Il faut y aller. C'était à l'hôtel Le Pharo. On est parti, on était une trentaine de personnes, militants et solidaires, avec des bannières et des slogans. Alors, avec des journalistes, il y a eu un certain élus qui se sont déplacés vers, en nous demandant qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, et ensemble on a crié en réclamant l'application de notre droit. 2 mois ont passé comme ça et un jour on a pris la bonne nouvelle, comme quoi notre revendication a été prise en considération. Pour nous, ça a été un grand succès et ça nous a aussi donné raison
que quel que soit le statut, de revendiquer, oser surtout et aller ensemble parce que la cohésion sociale donne la force. L'exemple est là. On continue parce que c'est en luttant ensemble qu'on obtiendra des pratiques plus respectueuses de l'égalité, de l'autonomie de chacune des personnes. Je vous remercie. Merci. Merci Kamaredine. Merci beaucoup. Nicolas, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient d'entendre de la part de Kamaredine ? Moi, je suis marqué quand il dit « on me dit invisible, mais je ne suis pas transparent ». On nous dit inaudible et pourtant il n'est pas muet, on vient de l'entendre et on voit bien que quand il s'exprime, il a des choses à nous dire. Ce qui montre que ce n'est pas un problème de manque d'expression des citoyens, c'est un problème de surdité des institutions et des collectivités qui nous disent en permanence « Ah, mais il faut qu'on aille donner la parole aux citoyens pour essayer d'aller entendre un peu ce qu'ils ont à nous dire », qui cohabitent avec le fait de se poser la question sur qu'a-t-on retenu du mouvement des Gilets jaunes, qu'a-t-on, nous, collectivités locales, entendu à cette occasion. En fait, la question n'existait pas. Et donc c'est ce décalage, c'est presque cette absurdité qui nous a aussi poussé à faire ce livre. Il y a cette idée en fait d'être aussi un collectif parce qu'on se reconnaît, on s'identifie, ce qui s'est passé sur les ronds-points, le fait de se sentir pour une fois pas seul face aux difficultés, à réclamer collectivement de la dignité, à s'identifier, à faire ensemble, à recréer du lien. Et surtout, il y a eu d'autres revendications. On pense notamment au RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ces gens-là, ils votent ou pas ? Alors, 74%, donc les 3/4 dans notre enquête, disent avoir déjà voté. Mais beaucoup nous disaient ne plus avoir vraiment envie de le faire. Et puis certains, quand on les revoyait tout au long de nos années d'enquête, nous disaient avoir revoté suite aux Gilets jaunes. Donc ils étaient abstentionnistes ou abstinents. Et puis, grâce à ce mouvement social, il y avait un réenchantement, ils revotaient. Aujourd'hui, on est dans une période plus compliquée où il y a plutôt un désenchantement à nouveau, mais là encore qui vient de l'absence d'écoute, qui fait que si on a le sentiment que ce qu'on fait ne sert à rien et que ce qu'on dit n'est pas entendu, eh bien, on va s'exprimer autrement. Ces Gilets jaunes, ils se sont conscientisés, ils sont montés en compétence sur les questions politiques, et donc en fait, cet engagement-là qu'ils ont commencé à avoir sur les ronds-points, ils l'ont pas forcément lâché. Non, ils ne l'ont pas forcément lâché, mais il n'a pas forcément trouvé un débouché institutionnel et il peut passer par des formes d'auto-organisation, associatives, coopératives. Les Gilets jaunes n'ont pas fait le choix, contrairement aux indignés, d'avoir une traduction en parti politique. Mais il y a eu aussi ces tentatives un petit peu de cultiver son propre jardin, dans tous les sens du terme, de mettre en culture des friches agricoles pour faire de la permaculture et finalement redistribuer à ceux qui en ont besoin et faire avec eux, par exemple. C'est refaire du lien là où il n'existe plus, c'est remailler par le bas, au lieu de remailler vers le haut avec des élus qui de toute façon ne veulent pas retisser quelque chose, on va le faire en bas. Et ce fut par exemple une des actions d'un des collectifs de Gilets jaunes que de mettre à disposition des Gilets jaunes pour accompagner les personnes en situation de handicap ou de grande précarité dans leur démarche administrative. Alors justement, comment est-ce qu'on peut leur parler ? Comment est-ce qu'on peut faire émerger une parole suite à ce mouvement social des Gilets jaunes ? C'est justement ce dont vous vouliez nous parler. Nicolas Riault, vous, en termes de pièce à conviction, vous nous avez proposé une photo de ce grand débat national. Pourquoi vous avez voulu, Nicolas Riault, nous parler du grand débat ? Pour nous, le grand débat, il incarne vraiment ce paradoxe de la démocratie participative qui prétend donner la parole pour mieux passer sous silence. Il y a eu plus de 10 000 réunions publiques. Par contre, il y a quand même un petit problème, c'est que les personnes qui ont participé, les 500 000 personnes qui ont participé, n'avaient pas du tout le même profil que celui des Gilets jaunes. Enfin, venir écouter ce qui se dit sur un rond-point qui a été occupé spontanément par des Gilets jaunes, qu'on fait venir d'autres gens, qu'on construit une cabane, qu'on fait des barbecues, etc. Et dire... Non, mais désolé, ça, en fait, nous, on peut pas travailler, on peut pas dialoguer dans des conditions-là. En plus, regardez, un tel et un tel, ils sont hyper violents. Moi, je suis désolé, ce débat-là n'est pas démocratique. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'en reproduire un autre. On va le faire dans une salle des fêtes municipale.
Il va y avoir un animateur, on va aller chercher une journaliste, on va aller chercher un spécialiste de la participation citoyenne, et puis là, on va vraiment pouvoir discuter. Sauf que le problème, c'est qu'en changeant de cadre, on change de public. Et qu'en fait, le public, c'était à 50% des retraités, à 65% des diplômés du supérieur, et surtout à 55% des gens qui estiment, quand on leur demande, qu'en fait, ils s'en sortent pas trop mal au niveau de leurs revenus. C'est génial, ils participent, mais par contre, le problème, c'est qu'en faisant parler tous ces gens-là dans les grands débats, en fait, ça contribue à maintenir une forme de silence et de surdité par rapport à ce qui se disait en même temps sur les ronds-points des Gilets jaunes. Mais Magali, ça veut dire que vous, les Gilets jaunes avec lesquels vous travaillez encore aujourd'hui, ils n'ont pas fait le grand débat ? Ils ont essayé ? Non, ils n'ont pas fait le grand blabla pour la majorité d'entre eux. Ils appellent ça comme ça, oui. Le grand blabla. Et certains ont travaillé avec des collègues du laboratoire Triangle à Lyon et ont mis en place, il y a eu cette plateforme du vrai débat. Là, il y a eu des Gilets jaunes qui se sont très investis dans ce vrai débat et parfois certains, et on le voit très bien dans le documentaire Un peuple, ont osé se rendre en collectif lors de ces réunions et effectivement se sont fait recevoir de la manière qui vient d'être décrite par Nicolas Riot. Je pense que ça ne les concernait pas. Pour eux, c'était une opération de communication et nous, on était à chaud dans l'enquête auprès d'eux et donc nous-mêmes, nous n'avons pas suivi les réunions du grand débat à l'exception d'une petite réunion locale. Mais voilà, nous, on est restés auprès des Gilets jaunes et ils s'en sont désinvestis dans le terrain girondin qui m'intéresse. Donc, ils n'ont pas participé à ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cahiers de doléances, ils sont nés sur les ronds-points le 17 novembre. Et par conséquent, ils avaient déjà leur propre cahier de doléances. Ils n'ont pas attendu ni les maires ruraux ni Emmanuel Macron pour essayer de mettre en forme leurs revendications, parce que c'était un mouvement social dont le sens échappait parfois aux protagonistes même de ce mouvement. Alors, on va revenir sur les doléances, évidemment, mais avant, on tisse le fil de ce grand blabla qui permet de faire venir des gens qui ne sont pas du tout ceux qu'il y avait sur les ronds-points pour dire à la fin « j'avais raison ». Et c'est pour ça que vous voulez en finir avec la démocratie participative. On voit bien à quel point ce qui était censé être quelque chose pour rétablir la confiance ne vient que renforcer la défiance. Et alors, là, on a vraiment la version caricaturale avec le grand débat. Ce qui est plus problématique, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les autres dispositifs participatifs, y compris ceux menés par des élus sincères, qui est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que dans ces démarches participatives, les institutions qui en sont toujours à l'origine, c'est elles qui les organisent et qui les financent, ne retiennent que ce qu'elles étaient prêtes à entendre au départ. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Parfois, elles en retiennent des choses parce qu'eux-mêmes avaient bougé ou étaient en train de bouger. Instrumentalisation et biais de confirmation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Instrumentalisation, c'est on a préécrit ce que ça devait formuler à la fin et tout est organisé pour que ça formule ça. Mais en fait, c'est rarement ça qu'on observe. Je veux dire, il n'y a pas eu de casting des réunions du grand débat. Sont venus les gens qui voulaient venir. Le problème, c'est plus le filtre qu'il y a à l'arrivée qui fait que on ne retient que ce qu'on est prêt à entendre. Et en regardant ce qui s'est passé là au lendemain de la dissolution et des législatives anticipées, ce qui est vraiment assez inquiétant, c'est que ce qui s'est passé avec la démocratie participative, on est en train de le reproduire avec la démocratie représentative. Et là encore, ça ne veut pas dire que les élections étaient pipées. Les élections ont vraiment eu lieu, les gens ont vraiment voté, il y a eu des vrais candidats qui ont vraiment fait campagne, mais à la fin de l'élection, on se dit en fait nous la façon dont on interprète les résultats, c'est que personne on en veut plus encore. Et que c'est ça. Vous nous avez proposé en pièce à conviction, Magali de la Suda, une doléance signée une maman comme tant d'autres à Libourne. J'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison. Pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours. Pourquoi le soir maman mange ce qu'il reste dans son assiette ou bien une tasse de café. Pourquoi maman fait souvent des nouilles passé le 15 du mois. Pourquoi maman a traversé beaucoup de rues très bien de la maison pour enfin décrocher un emploi précaire, alors que selon vous, une seule rue suffisait. Pourquoi le Père Noël apporte des cadeaux que maman a fabriqués. Pourquoi maman utilise la prime de Noël pour payer la taxe d'habitation et audiovisuel avec des pénalités de retard, etc. Cette pièce à conviction, Magali de la Suda, il y a eu plusieurs
cahiers de doléances. Il y a eu ceux, là aussi, organisés dans les mairies, et il y a eu ceux des ronds-points. Moi, je ne le savais pas qu'il y en avait eu sur les ronds-points. Nous non plus, on ne le savait pas. On les avait bien vus en manifestation et sur les lieux d'action, les gilets jaunes avec des cahiers, collecter les doléances. Mais entre ce qu'on avait vu et ce qu'on a réalisé ensuite, il y a eu une différence. Et qui a attiré notre attention sur les doléances des gilets jaunes ? Eh bien, c'était les gilets jaunes avec lesquels nous avons dépouillé les doléances girondines à leur demande. Alors ça, il faut que vous nous l'expliquiez. Oui. Parce que depuis, vous travaillez dans le cadre d'une recherche-action avec des gilets jaunes de Gironde et vous avez ouvert les cahiers de doléances. Les cahiers, en fait, ils sont versés tout près de chez vous dans les archives départementales. Ils sont accessibles publiquement, gratuitement. Ça a été obtenu de grandes luttes par les archivistes territoriaux. Il faut juste y aller. Mais pourquoi ils ne sont pas publiés ? On a plein de gens qui disent pourquoi. Parce que quand on se pose la question ce soir, quelle place pour le peuple ? Là, on a une pièce à conviction directe de, voilà, on a le peuple qui parle en fait. Bien sûr, mais le fait qu'ils aient été numérisés sans savoir qui avait consenti ou pas, si c'était un cahier de gilets jaunes ouvert sur un rond-point qui, par les hasards de l'histoire de ce mouvement social, s'est retrouvé en mairie puis s'est retrouvé intégré au grand débat, on n'est pas sûr que la maman de Libourne, elle soit d'accord pour qu'on lise sa doléance ce soir. Ça a été classé communicable. Donc les archivistes ont estimé que c'était de l'ordre de l'intérêt public, de l'intérêt général que le public puisse y avoir accès. Mais on a parfois des cahiers où les gens mettent des feuilles d'impôt, des bulletins de santé, des informations très intimes, et parfois ils écrivent directement au maire. On ne sait pas si c'est une doléance publique ou pas. Bref, il eût fallu laisser les archivistes faire leur travail et ensuite rendre publics les fichiers numériques. Mais on s'y attelle. Alors, vous, dans le cadre de cette recherche, et c'est peut-être ça que peut le peuple, c'est que vous avez travaillé avec le département de Gironde, c'est bien ça, qui s'est dit, OK, on ouvre les cahiers de doléances et on va même aller plus loin, on va articuler nos politiques publiques en fonction de ce qui est écrit. Oui, c'est quelque chose d'unique que moi j'ai jamais vécu dans ma vie de chercheuse. C'est que déjà des collectivités s'intéressent à ce qu'on produit, nous les scientifiques, ça c'est vrai que c'est inédit. Publics. C'est qu'ensuite, le conseil départemental entend parler de la recherche participative qu'on fait avec les citoyens gilets jaunes, où ils ont été formés scientifiquement, et puis on a fait une belle analyse textuelle des doléances girondines. Et donc, ça rentrait dans les préoccupations de cette collectivité où la question démocratique était à l'agenda. Et du coup, il y a une thèse qui est financée, qui est en cours d'achèvement, et qui consiste à dépouiller toutes les doléances, communicables et non communicables. Et alors, ils disent quoi ? Alors, ils disent à plus de 50% qui sont préoccupés par la justice socio-économique et par la justice dans la transition écologique. Et puis ils disent, pour le reste, qu'ils sont préoccupés par la participation démocratique. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui se traduit en politique publique actuellement en Gironde, puisque les associations impliquées dans le RIC ont mis en place un référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir voter sur les domaines de compétences de cette collectivité et que les citoyennes et citoyens soient davantage entendus. Il y a d'autres choses sur la justice dans la transition et la justice sociale, socio-économique, c'est la sécurité alimentaire de l'alimentation qui est mise en place en Gironde pour essayer d'avoir de garantir aux uns l'alimentation à un prix juste et aux autres une rémunération de leur travail à un prix juste. Et c'est ça, juste la sécurité sociale de l'alimentation, c'est exactement comme notre sécurité sociale avec notre carte vitale. Moi, il y a quelque chose quand même là-dedans, Magali Della Suda, qui m'intrigue, c'est que le peuple peut beaucoup à partir du moment où en face, vous avez des autorités et des collectivités, en l'occurrence le département de Gironde, qui se dit, là, il y a un enjeu, il faut qu'on aille voir, et donc on va écouter. Mais c'est pas le cas partout. Non, c'est pas le cas au sommet de l'État notamment, et c'est bien le paradoxe que celui qui a initié, plutôt qui a phagocyté les cahiers de doléances de Gilets jaunes et des maires ruraux dans le grand débat national les ignore superbement. Mais en revanche, ça nous dit aussi qu'il n'y a pas qu'un échelon de l'action politique et de l'action publique, et qu'au niveau local, on peut remailler. Et aujourd'hui, le Conseil départemental des Landes entend faire la même chose qu'en Gironde. Et on est en train de structurer tout ça au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Nicolas Riot, vous travaillez avec ces collectivités. Le fait, du coup, qu'il y ait cette initiative sur les cahiers de doléances, ça, typiquement, ça pourrait aussi bien se diffuser. Comment vous voyez un peu tout ça ? Oui, alors après, c'est pas parce que le conseil départemental de Gironde s'intéresse aux cahiers de doléances qu'il a pris en compte ce qui était exprimé dedans. C'est qu'à ce moment-là, qu'on pourra dire s'il a ou non écouté, pris au sérieux ce qu'il y avait dedans. Pour écouter, il ne suffit pas de dire « parle, je t'écoute ».
C'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a entendu qui va nous permettre de savoir si on a bien écouté ou pas. Moi, il y a une des choses qui me frappe sur ce cahier-là, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres cahiers de doléances, c'est le décalage avec ce qu'on s'attendrait à lire et ce qu'il y a effectivement de consigné dans ces tableaux. Parce que on s'attendrait à lire, quand on nous dit cahier de doléances, plutôt une liste de courses, voire une lettre au Père Noël sur moi, je voudrais moins d'impôts, plus de services publics, etc. Il y a un peu ça, mais ce qui est le plus marquant, c'est qu'il y a quand même un grand nombre de personnes pour qui la façon de leur en saisir, ce qui était pour eux le plus important à exprimer, c'était de raconter leur vécu et leur vie quotidienne. Et je trouve que c'est plutôt à ça qu'on devrait être attentif, parce que ça permet de prendre conscience qu'en fait, le peuple, avec un P majuscule, ça ne veut plus rien dire. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à répondre à la question de ce soir sur quelle place pour le peuple. Parce qu'en fait, le peuple, à force de parler en son nom, de dire le peuple veut ci, le peuple est préoccupé par ça, il finit par être un peu hors sol. Et ces cahiers de doléances, d'une certaine manière, c'est une invitation à faire un peu un reset, de dire repartons du quotidien, repartons de la réalité vécue par notamment les classes populaires, et c'est à partir de ça aussi qu'on pourra démocratiser l'action publique. Justement, c'est aussi votre prochaine pièce à conviction, Nicolas. On a quand même aujourd'hui une démocratie représentative, on élit des gens qui nous représentent. Vous avez voulu nous parler ce soir du serment du jeu de paume. Quel est le lien ? Moi, on me parle cahier de doléances, ça m'évoque cette période pré-révolutionnaire, et donc je me dis, qui derrière va s'en faire le porte-parole pour faire entendre ce qu'ils contiennent. Et donc, qu'est-ce qui est l'équivalent des États généraux, où étaient envoyés notamment les représentants du tiers-État pour faire entendre ces cahiers de doléances, et qu'est-ce qui est l'équivalent du jeu de paume, qui est justement le moment où le tiers-État dit nous, on a des voix à faire entendre que vous ne voulez pas prendre en compte, et c'est pas grave, on va se constituer en Assemblée nationale, et tant que ce qu'on a à dire n'aura pas été entendu, on restera dans cette salle. En fait, c'est comment faire pour que nos élus, nos députés assurent leur fonction première, qui est celle de nous représenter. Et c'est aussi à ça que nous servent les mouvements sociaux, de dire, en fait, vous qui prétendez parler en notre nom, là, désolé, mais sur la réforme des retraites, on n'est pas trop d'accord, et en fait, on est très nombreux à pas être trop d'accord. Pareil sur les gilets jaunes, avec cette question de la taxe carbone. Donc c'est plutôt comment on redouble d'exigences vis-à-vis de nos représentants, parce que l'enjeu là n'est pas de faire advenir une Assemblée nationale. C'est ça la difficulté qu'on a par rapport à la Révolution, c'est qu'en fait l'Assemblée nationale, on l'a déjà, et qu'elle nous a en partie échappé, mais l'enjeu c'est pas de créer une Assemblée supplémentaire, c'est plutôt de retrouver l'esprit originel de cette Assemblée. Retrouver l'esprit originel, ça voudrait dire juste en termes de catégories socio-professionnelles qui sont représentées à l'Assemblée, on n'a pas beaucoup d'émanations des classes populaires, on a beaucoup d'urbains, plutôt des gens diplômés, beaucoup de gens issus des professions libérales, intellectuelles, et justement, on va continuer à explorer quels espaces possibles. J'appelle à la barre notre second témoin, Chloé. Bonjour, je suis Chloé. Samedi dernier, j'ai participé à la commission d'enquête. Ce soir, pour vous, je serai Adeline. Alors voilà, je suis Adeline, j'ai 26 ans, je suis maraîchère et cofondatrice de l'association Convention citoyenne en ville. En 2020, j'ai participé au tirage au sort à la Convention citoyenne pour le climat. A priori, je n'y connaissais rien aux enjeux écologiques et à la question du climat, et je n'étais pas spécialement emballée par l'idée. Ça allait prendre de mon temps et ça avait l'air très technique. Mais, en fait, j'ai adoré cette expérience. Toutes les semaines, on se retrouvait avec des gens de tous les milieux, de tous les âges. On écoutait des experts nous présenter des sujets et, ensemble, on tâchait de comprendre en mettant nos points de vue en débat. L'objectif final, c'était de proposer des mesures concrètes à mettre en place en France, selon plusieurs grandes thématiques: se déplacer, s'alimenter, consommer, produire et travailler. Il y avait une effervescence dans le groupe, on était vraiment portés par un projet commun. On était convaincus qu'un vent nouveau soufflait sur le pays et que ces mesures qu'on imaginait allaient être mises en place. Et puis on a été déçus.
très déçue. 88% des propositions ont été abandonnées ou partiellement abandonnées, et celles qui ont été retenues n'étaient vraiment pas les plus ambitieuses. Tant d'efforts, d'enthousiasme, la mobilisation d'un si grand nombre de personnes pour si peu. Mais c'était quoi alors cette mauvaise farce ? Des paillettes pour nous donner l'illusion que le jour était venu où l'on pouvait choisir démocratiquement des mesures écologiques pour le bien commun. J'étais déprimée, dépitée et carrément en colère. Et puis je me suis dit qu'on ne pouvait pas en rester là, qu'il fallait qu'on prenne les choses en main. Alors avec quelques amis, on a créé un collectif pour mettre en place notre propre convention citoyenne locale. Le sujet de l'alimentation à Marseille nous paraissait une évidence. On s'est réunis tous les samedis matins et de semaine en semaine, le bouche à oreille a fonctionné. Le collectif s'est agrandi, il y avait des citoyens, des associations, des travailleurs de tous les secteurs. Toute la chaîne de l'alimentation était représentée. Et puis les samedis soirs, on s'est dit des banquets. Il y avait de plus en plus de monde, une vraie visibilité. Et alors, la mairie d'arrondissement d'abord, puis l'équipe municipale, ont commencé à s'intéresser à notre démarche et à se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se dit ?» On a fini par formuler des mesures concrètes, une parole issue du peuple pour le peuple, et on est allé porter nos propositions à la mairie. Ils n'ont pas pu ne pas nous écouter parce qu'on était tous là et que ça faisait pas mal de monde. Pas mal de nos propositions ont été reprises et mises en œuvre. 2 ans plus tard, la mairie nous a mandatés pour entreprendre la même démarche de concertation sur la question des transports, puis sur d'autres sujets. Maintenant, d'autres villes s'inspirent de notre démarche et reprennent cette initiative. Alors malheureusement, la seconde partie de mon témoignage est une fiction. Mais je pose la question, qu'est-ce qui nous impose d'en rester à ce stade de la fiction ? Merci Chloé. Je vous remercie. Bravo. Nicolas, Magali. Dans notre livre, on parle de gueule de bois, du renouveau démocratique, et je trouve que là, Chloé raconte bien cette gueule de bois. Donc, avant la gueule de bois, il y a toujours un moment d'ivresse. Et c'est sûr que les conventions citoyennes, au moment où elles ont lieu, il y a un côté, effectivement, hyper enthousiasmant. Déjà, de voir une assemblée comme on n'en voit plus dans nos assemblées politiques, parce que par le tirage au sort, il y a un principe de parité femmes-hommes, mais il y a aussi un principe de parité sociale par catégorie socio-professionnelle, par âge et par niveau de diplôme. Et puis parce qu'on se dit, en fait, n'importe quel citoyen est effectivement en capacité de délibérer sur ce qu'il faudrait faire. Sauf que ça se termine mal. Et c'est pas prêt de s'arrêter que ça se termine comme ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, la question du pouvoir n'est absolument pas abordée quand on parle de convention citoyenne. Et parler de démocratie sans parler de pouvoir, franchement, c'est un peu faire du coloriage. Magali, là-dessus. Ce que tout cela produit, cette non-écoute, ça peut être du conflit et de la conflictualité sociale, mais ça peut être, à l'instar de ce qui se passe chez nos voisins très proches, qui sont à la fois les Français d'hier et ceux de demain, en Italie, de la résignation. Et ça, c'est le risque majeur, l'apathie, la résignation, qui met aussi en péril la souveraineté démocratique. Mais moi, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Et pour ça, j'appelle à la barre Claire Dufour, chargée de documentation au MUCEM. Bonsoir Claire. Bonsoir. Vous êtes une grande utopiste et vous nous avez ramené un objet qui, je suis sûre, va mettre d'accord tout le monde. Absolument. La question était trouver dans les collections du MUCEM un objet représentant un outil démocratique. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous nous trouvons face à une loterie de chasse de Sologne ayant appartenu à la société de chasse de la ville de Clichy dans les Hauts-de-Seine jusqu'en 1968. Mais avant de donner sens, donnons forme. Cette loterie de chasse est composée d'une corbeille en vannerie et de 15 boules de bois. Des cartons jaunes de 15 cm sur 15, également numérotés de 1 à 15, étaient attribués à chaque pièce de gibier issue de la chasse, qu'on appelle le tableau de chasse, et ensuite tirés au sort grâce à cet objet. Et là, nous ferons un parallèle, et c'est pour ça qu'elle est là, cette loterie, un parallèle auquel vous ne vous attendiez pas en venant ce soir, entre une société de chasse clichoise du XXe siècle et la boulée athénienne antique. Vous avez cette assemblée du VIe siècle avant Jésus-Christ, de 500 membres, tirés au sort chaque année parmi les citoyens athéniens. Alors, ne nous emballons pas.
que des hommes, nés de parents athéniens et de plus de 40 ans. Mais c'était déjà un premier pas. Et c'est cette assemblée qui votait les lois, assemblée qui était renouvelée tous les ans. On ne pouvait être bouleute que 2 fois dans sa vie. Le hasard était donc envisagé dans un esprit de systématisation comme outil démocratique et présidait la destinée de la ville d'Athènes, assurait la pérennité d'un système, d'une société. On retrouve en France cette permanence du tirage au sort dans la désignation des jurys d'assises. Il faut là être inscrit sur les listes électorales et avoir plus de 23 ans. Le tirage au sort, il relève de l'instabilité ludique. Le hasard, c'est un puissant moteur d'excitation. L'avoir et le ne pas avoir. Ouh, vais-je avoir ce bout de gibier ? Ou vais-je être bouleute cette année ? Le tirage au sort, outil démocratique. Merci. Merci Claire, un grand merci. Donc le tirage au sort permet de distribuer les pièces du tableau de chasse et permet surtout peut-être une meilleure représentation. Magali, peut-être là-dessus, est-ce que le tirage au sort, ça fait partie des choses que les Gilets jaunes avec lesquels vous travaillez ont discuté? Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Est-ce que ça fait partie des revendications ou pas? Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, c'est pas forcément le levier qui est évoqué spontanément dans les entretiens ou dans les délibérations, à ma connaissance, dans les groupes de Gilets jaunes que nous avons suivis maintenant. Il me semble que le tirage au sort pondéré effectivement par des critères de représentativité descriptive, c'est-à-dire qu'il y ait une mixité dans tous les sens du terme, qu'il y ait une attention à ce que toutes les classes sociales soient représentées à leur mesure dans la société. Ce qui était le cas, par exemple, pour les conventions citoyennes. Enfin, voilà, ça a été fait comme ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement le hasard, c'est un hasard qui est quand même en partie encadré. Et puis, ce qu'on a vu sur les conventions citoyennes par ailleurs, pas en France où elles sont pas écoutées, mais en Irlande, c'est que c'est efficace pour débloquer des situations conflictuelles. Le tirage au sort et la convention citoyenne sur l'avortement en Irlande, c'est bien parce qu'il y a eu une convention citoyenne qu'aujourd'hui c'est légal et que les femmes peuvent interrompre une grossesse. Donc, et là, la transition est toute trouvée parce que vous voulez en finir avec la démocratie participative, mais vous avez quand même à la fin du livre des propositions. Effectivement, à partir de cette proposition de tirage au sort, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, tant qu'on ne parle pas de pouvoir pour revivifier notre démocratie, on perd notre temps. Donc la question, c'est bien comment on fait pour redonner du pouvoir aux inaudibles, mais pour le redonner dans nos institutions en place. Et donc effectivement, nous, la proposition qu'on fait pour faire émerger ce tiers-État, c'est d'utiliser le tirage au sort pour enfin prendre en compte l'abstention. Et alors attendez, là c'est le moment un peu technique, du coup ce qu'on propose c'est d'hybrider le mode de désignation de nos assemblées, que ce soit l'Assemblée nationale ou un conseil municipal, en considérant que la part des représentants qui composent l'Assemblée désignés par l'élection correspond au taux de participation. Ça veut dire que l'Assemblée, là on prend la dernière, on a eu 70% de participation. Donc ça veut dire que l'Assemblée, c'est à 70% des représentants élus, et les 30% qui restent, ils sont tirés au sort. Ah. Et ils sont là pour que, quotidiennement dans l'Assemblée, on puisse se rappeler qu'aux dernières élections, il y a eu 30% d'abstention. Parce que sinon... Ce qui va les bouger, du coup, pour lutter contre l'abstention. Voilà, ça fait que le personnel politique, plus ils chamaillent entre eux en étant de moins en moins représentatifs, plus le nombre de places qu'ils ont à se partager se réduit. Et l'autre part de l'Assemblée est composée par le tirage au sort. Mais on ne va pas utiliser ces 30% pour faire 30% représentatif de la société française. Non, on va utiliser le tirage au sort comme correctif du déficit de représentativité de nos assemblées. Ça veut dire que si, à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a que des CSP+, aucun ouvrier, très peu d'employés, alors que ça représente une part significative de la population française, on va aller en priorité tirer au sort des ouvriers et des employés. Et c'est à cette condition qu'on redonnera dans nos assemblées une place aux tiers-États. Parce qu'on nous dit, oui, mais ils ne vont jamais venir. Sans doute qu'au début, ils ne vont pas venir parce qu'ils vont se dire encore une arnaque. Mais quand va être abordé à l'Assemblée le texte qui les concerne, qui les impacte, par exemple sur une réforme d'allocation chômage, ça changerait peut-être un peu la donne. Pareil sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez, Magali ? Moi, je trouve que ce sont des pistes qui sont intéressantes. De toute façon, les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont.
De toute façon, il y a un déficit dans les propositions qui sont mises à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale entre les besoins de nous qui vivons sur ce territoire et ce qui est proposé. Je pense par exemple à la surexposition de certains thèmes qu'on a eu en 2022-2024 sur l'immigration, sur l'insécurité, qui sont les préoccupations qui arrivent en dernière dans les doléances chez les Gilets jaunes et dans les sondages d'opinion. Et puis à ce que nous a dit Kamaredine, parce que vous avez parlé de droit, mais vous avez parlé de logement, vous avez parlé de transport. Et ça, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés d'une manière satisfaisante aujourd'hui. Donc il y aurait aussi vraiment une amélioration de la qualité délibérative et un meilleur ajustement, peut-on espérer, entre l'intérêt général et la représentation. Dans les cahiers de doléances ou chez les Gilets jaunes, d'ailleurs, on trouve des propositions de réforme institutionnelle, la reconnaissance du vote blanc, le fameux référendum, avec beaucoup de débats au sein des Gilets jaunes, d'ailleurs, sur qu'est-ce que ça veut dire un RIC, est-ce que c'est mettre à l'ordre du jour des propositions de loi, est-ce que c'est le fameux recall, ça existe, donc le fait de rappeler les élus quand ils ont été jugés défaillants, ça existe en Californie, la proportionnelle. Je pense que cette piste aussi est complémentaire du tirage au sort. Elle peut être revivifiante à condition, encore une fois, que le pouvoir soit réellement partagé. Et là, on rentre dans le dur du sujet. Nicolas. Moi aussi, je me suis pas mal interrogé sur la question quelle place pour le peuple, et j'ai été gêné par le singulier de la question, quoi. Singulier pour quelle place ? Parce que en fait, la question c'est comment il peut avoir plusieurs places à la fois dans la rue et dans les urnes, et il aura du poids dans les urnes parce que il aura la possibilité d'être dans la rue. Et singulier encore plus problématique sur le peuple, parce que effectivement dire le peuple, c'est moi, ou le peuple, c'est nous, c'est là que ça devient vite problématique. Donc c'est comment on laisse place à la contradiction et à la confrontation pour dire, en fait, personne ne détient le peuple. Et c'est pour ça qu'on a besoin de discuter. Le peuple, il est plutôt à construire qu'à révéler. Et pour éviter de tomber dans cette illusion démocratique, c'est plutôt le principe de dire, selon lequel chaque voix compte à part égale. Et comment on travaille cette question de l'égalité démocratique pour que la voix de Kamaredine compte autant que la voix d'une autre personne qui aurait plus de diplômes, plus d'argent, plus de titres, y compris administratifs, et pour lutter contre les inégalités de traitement dont il peut être victime. Nous, on discute pas mal avec les acteurs de l'éducation populaire qui sont très tournés autour de cette question de l'empowerment, notamment des personnes en situation donc l'empouvoirment, en bon français. Et ça nous donne envie d'inverser la logique en disant mais comment on travaille le désempouvoirment de ceux qui ont du pouvoir pour obtenir cette forme de parité sociale. Sauf que, et nous on l'a bien vu dans les réactions que suscite notre proposition utopique, on voit dès qu'on dit ça apparaître le même vertige qu'il y a dû avoir au moment de la mise en place du suffrage universel direct pour les hommes d'abord et puis pour les femmes ensuite, de dire mais vous n'y pensez pas quand même, quelqu'un de non diplômé qui va se prononcer sur le budget de la France vu le déficit qu'on a en plus. Et donc cette proposition, elle amène la question de veut-on réellement la démocratie? Est-on réellement prêt à prendre ce risque de l'égalité démocratique? Si vous étiez médecin et que vous deviez nous faire une feuille de soins pour la République, puisqu'on a commencé par dire qu'elle était malade, le docteur Magali Della Suda, qu'est-ce qu'il a à dire? Effectivement, je pense qu'il faut absolument revivifier la participation démocratique. Alors vous allez dire, je me paye de mots, mais ça passe par remettre en cause le pouvoir, l'ordre dominant et la place de ceux qui dominent actuellement et qui, encore une fois, sont à ce point déconnectés qu'ils mènent des politiques publiques à rebours de ce que les différentes voix qui s'expriment par différents canaux ne cessent de leur demander depuis plusieurs années maintenant. Mmh. Merci pour merci à vous. Cette feuille de soins. Merci à vous, merci. Cette séance a été enregistrée le 2 décembre 2024 avec la participation de Magali Della Suda, Nicolas Rio, Claire Dufour et Nora Hamadi à la modération. C'était le podcast Procès du siècle. Oser l'utopie. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Anne-Cécile Bras,
François Saltiel, Thomas Legrand et Paloma Moritz. Pour les commissions d'enquête, Fabienne Julien et Grégoire Ingold. En partenariat avec Libération et So Good. Avec la complicité de l'Après-M et de Je crains des gains, journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.